On dit souvent des jeunes gens d'aujourd'hui qu'ils appartiennent à une génération de zappeurs. Et il est vrai qu'ils vivent dans un monde où les sollicitations à la distraction sont incessantes. Les smartphones, les tablettes, les jeux vidéo, Internet, la télévision, la publicité, tout ça est envahissant. Des sollicitations qui touchent aussi les adultes et qui les perturbent, petits et grands. Nous avons en effet de plus en plus de mal à nous concentrer avec des conséquences pas si anodine que ça. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'auteur de ce livre, Les petites bulles de l'attention. Bonjour Jean-Philippe Lachaud, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes, alors je prends mon souffle pour donner votre titre, directeur de recherche en neurosciences cognitives au sein de l'unité INSERM, dynamique cérébrale et cognition. C'est à Lyon, vous êtes un spécialiste de l'attention, pour résumer. L'attention, c'est la capacité à se concentrer, c'est ça ? La capacité, en fait, l'attention, c'est une sélection d'informations, par exemple, ou de stimuli. Là, par exemple, je fais attention à vous, à votre visage, je pourrais faire attention à l'écran à côté. La concentration, ça va plutôt être l'utilisation de l'attention pour mener une tâche précise, par exemple, lire un livre. Ouais. Alors, ça veut dire quoi, pour le cerveau, se concentrer ? Alors, se concentrer, ça va justement être de privilégier une source d'information et lui appliquer certains processus pour accéder vraiment au sens. Nous, par exemple, on a fait une expérience où on demande à des gens de se concentrer sur de la lecture. On voit très bien que dans ce cas-là, le cerveau va traiter beaucoup plus complètement l'information qu'il a sous les yeux, les mots, accéder au sens, mémoriser, etc. Et vous le mesurez comment, ça ? Comment est-ce que vous observez l'activité du cerveau ? Alors là, il y a plein de façons de s'y prendre. Nous, on a une méthode particulière. C'est une collaboration avec l'hôpital neurologique à Lyon, où en fait on travaille avec des patients épileptiques qui ont des électrodes dans le cerveau dans un but thérapeutique, et ce qui permet d'avoir les mesures les plus précises qu'on puisse avoir d'un cerveau humain en activité. Ah oui. C'est vrai que c'est pratique parce que c'est juste à côté de chez vous. Exactement, c'est juste à côté. Alors, en quoi est-ce que c'est si important dans notre vie d'être humain d'être capable de se concentrer ? Justement parce qu'en fait, si vous n'êtes pas concentré, en fait, on montre très bien que le cerveau va réagir juste avec ses sens, c'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment donner un sens et mémoriser. Vous allez vivre dans un monde totalement inintelligible. Parce qu'en fait, c'est pas tout de regarder, il faut aussi comprendre. C'est pas tout d'entendre, il faut comprendre le message qu'on vous envoie. C'est-à-dire qu'on devient complètement reptilien, on réagit à la moindre sollicitation il y a ça, par des réactions de survie, j'allais dire. Dans le cerveau, vous avez des zones d'assez bas niveau qui permettent juste de reconnaître qu'éventuellement qu'il y a un verre devant soi. Après, anticiper ce que vous allez pouvoir faire de ce verre, vous souvenir que ce même verre, vous l'avez vu par le passé. Tout ça, ça va demander des zones qui sont en charge de fonctions plus complexes, qui ne vont s'impliquer que lorsque vous faites attention. Voilà. Alors, est-ce que cette capacité à se concentrer, c'est quelque chose qu'on a pour faire face à tout ce qui est vital, justement, dans notre vie, c'est-à-dire tous les dangers qui peuvent se présenter ? Oui, au départ, en fait, on ne peut pas tout traiter tout ce qui est en face de soi, donc il est nécessaire d'établir une sorte de priorité, et le système attentionnel sert à ça, c'est-à-dire à orienter le traitement de l'information vers ce qui est le plus important. Ouais. Donc au départ, c'est ça. Mais parce qu'on ne peut pas faire 50 choses en même temps. Exactement. Alors ça, c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Notre cerveau est limité, on dit toujours qu'il a des capacités extraordinaires, il est limité, on ne peut pas faire 50 choses en même temps, et pourtant... On dit qu'il y a une injustice dans la vie, c'est que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps, contrairement aux hommes. Est-ce que c'est complètement faux ou est-ce qu'il y a un fond de vérité ? Les études qui ont essayé de démontrer ça, en général, ont tout échoué. Alors, la nuance, c'est qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps quand on les a automatisées. Alors, par exemple, vous êtes capable de faire du vélo et en même temps de chanter une chanson. Vous faites deux choses en même temps parce que vous savez faire du vélo. Exactement. Vous êtes capable de changer une vitesse au volant tout en discutant avec votre passager. Pas quand vous apprenez d'ailleurs. Et quand on parle des femmes qui seraient capables de faire plusieurs choses en même temps, souvent on fait référence à des activités type ménagère. Mécanique, donc. Voilà, mécanique, que par des biais culturels et sociaux, elles ont peut-être plus pratiqué que les hommes, donc plus automatisées. Et donc dans ce cas-là, s'il serait assez naturel qu'elles aient une meilleure capacité. Mais tout cela est appelé à changer, j'espère. Souhaitons-le. Donc on l'a vu, le cerveau est limité, il contient quand même 100 milliards de neurones. Oui, c'est les chiffres qui traînent, 100 milliards. C'est le nombre d'étoiles dans la galaxie, c'est beaucoup. Comment est-ce qu'on sait ça ? C'est une évaluation comme ça ? Oui, c'est ça en fait. Vous prenez 1 cm3 de cortex, vous comptez le nombre de neurones dedans de la manière que vous voulez, et puis après vous extrapolez en fonction de la taille du cerveau. Il y a un bruit qui court aussi, c'est qu'on n'utiliserait qu'une infime partie de notre cerveau, sachant que tout le reste serait quelque chose de mystérieux. Ça aussi, c'est une idée fausse. Ouais, en fait, on utilise une partie, mais pas forcément la même au même moment.
Enfin, à des moments différents plutôt. Curieusement, ce mythe continue de traîner dans la pensée populaire. On a très envie de penser que ce soit parce qu'il alimente des fantasmes. Oui, on pourrait voler. C'est vrai qu'il y a des choses mystérieuses encore qu'on peut révéler. Exactement. Alors c'est faux. Par contre, donc c'est totalement faux. On sait pas. L'évolution, c'est pas amusé à faire un cerveau aussi gros juste pour faire de la place libre au cas où pour voler. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que justement, selon que vous fassiez attention ou non, vous allez plus ou moins impliquer votre cerveau. Donc effectivement, si vous n'êtes pas du tout attentif à un moment donné, vous allez vraiment utiliser minimalement votre cerveau. Quand vous faites attention, il y a donc ces zones en plus qui vont se mettre à travailler pour faire des choses intelligentes. Et là, vous utilisez plus votre cerveau, c'est clair. Voilà, ça alimente ça, ce qu'on dit souvent, c'est que le cerveau est comme un muscle. C'est-à-dire plus on le fait fonctionner, plus il va bien marcher quand on va le solliciter. Oui, alors attention à la métaphore cerveau-muscle. Voilà. On n'est pas du tout dans le même... Là, c'est limite. Voilà, exactement. Mais ça montre... Vous savez, il y a le mot en anglais, c'est une expression « use it or lose it ». Soit vous l'utilisez, soit vous le perdez. Ouais. Bah, c'est pareil pour les fonctions cognitives. C'est-à-dire que si vous ne les utilisez pas, c'est comme si j'ai appris l'allemand, je ne parle plus allemand, bah, je vais oublier l'allemand. Parce que ça ne me sert à rien. Donc le cerveau est assez économe, il se débarrasse des choses qui ne lui servent à rien, quitte à les retrouver plus tard d'ailleurs. Oui. Alors comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la sursollicitation? Parce qu'effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, on est sursollicité, c'est-à-dire qu'on a des informations qui nous parviennent de toutes parts, sans arrêt. À un moment donné, il faut faire le tri, il faut sélectionner. Spontanément, le cerveau fait quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire que lui, il va essayer d'être partout à la fois. Donc vous avez plein de sources d'informations, donc il va balader l'attention sur A, B, C, D, pour essayer de tout couvrir. Mais ça finit par générer du stress. Alors ça génère du stress. En fait, c'est pas du tout efficace. Mais c'est une sorte d'optimum que trouve spontanément le cerveau. Si vous adoptez pas une démarche consciente de dire non, j'accepte pendant un certain moment de renoncer à A, B, C, D pour me concentrer sur E, en gros pour se concentrer sur une seule chose. Si vous ne faites pas cet effort conscient, dans ce cas, vous ne pouvez pas vous concentrer. Ouais. Alors, on dit qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Vous l'avez appliqué avec ce livre, puisque vous êtes aussi l'auteur des dessins. En fait, c'est comme une bande dessinée. Il y a quelques parties de texte quand même, pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus que ce qu'on apprend par les dessins. C'est une BD pour expliquer le fonctionnement du cerveau. On peut dire que c'est un défi quand même, parce que c'est quelque chose de très complexe, le cerveau. Bah oui, mais c'était nécessaire. Parce que moi je me suis fixé comme mission de parler de l'attention, de dire que c'est bien, que c'est intéressant de développer son attention, de l'apprendre à la maîtriser. Le problème c'est que démythifier aussi. Pardon ? Oui, exactement, démythifier. L'attention, c'est pas si facile à maîtriser, c'est parce qu'on n'arrive pas à se concentrer qu'on est forcément nul. Il y a des forces qu'il faut comprendre. Là, il y avait un documentaire sur les chiens de traîneau qui était vraiment intéressant. C'est un petit peu comme un chien de traîneau, comme un chien. Le chien, lui, il va partir dans tous les sens. Vous pouvez apprendre à maîtriser votre chien, à l'apprivoiser. Il faut un musher pour lui donner la bonne direction. Exactement. Sinon, on n'avance pas. Vous comprenez comment il fonctionne, quelle est sa psychologie presque, et puis vous êtes capable comme ça après de le diriger. Et évidemment, un enfant de 12 ans ne va pas lire un livre de 360 pages sans images. Donc, il va regarder les dessins. Exactement. Et puis les parents apporteront les petites informations supplémentaires, eux, en ayant lu justement les explications. Après, j'ai vu des parents qui m'ont dit aussi qu'ils étaient un peu soulagés de voir une BD arriver en me disant c'est quand même plus facile, plus digeste que les bouquins d'avant. Alors justement, dans ce monde de distraction, comment est-ce qu'on apprend concrètement à se concentrer, c'est-à-dire à ne pas être sollicité sans arrêt par toutes ces choses? Est-ce qu'il y a une recette? Alors, des recettes, il y a des trucs, mais qui fonctionnent, qui ont leurs limites. Les trucs qui sont d'apprendre à fonctionner par ce que j'appelle des mini-missions, c'est-à-dire pendant les 5 minutes suivantes, là, qu'est-ce que je cherche à faire? Quelle est vraiment mon intention? D'être au clair sur ce qu'on cherche à faire et pas essayer de faire 20 trucs en même temps. Ça, c'est la base. Après, ce que j'appelle le sens de l'équilibre attentionnel, c'est-à-dire cette capacité à rester stable, je pense que ça s'apprend sur la durée. Hier, j'ai fait une rencontre passionnante avec un slackliner, vous savez, ces gens qui marchent sur des cordes raides entre deux montagnes. Exactement, par exemple, Nathan Paulin, qui a le record du monde de slackline. Il a parcouru sur 1 km à 600 mètres au-dessus du vide, sur une sangle. Et en fait, clairement, lui, si je lui avais demandé un truc pour y arriver, il m'aurait rayonné. Parce que c'est évidemment le fruit d'une discipline, d'un entraînement pour apprendre à comprendre comment on dévie, comment on se restabilise. L'attention, c'est pareil en fait. Et lui, il doit être très attentif à son environnement. Je pense au moindre petit coup de vent qui peut le déstabiliser. À ses sensations aussi. Et il m'a dit qu'en fait, il s'est mis à slackline pour apprendre à discipliner son attention d'ailleurs. Ouais. Alors le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un obstacle à la concentration. Qu'est-ce qui peut être justement le plus nuisible pour nous du fait d'avoir du mal à nous concentrer?
toutes les sollicitations, toute cette impression d'urgence permanente, l'impression que tout est important, sans hiérarchie précise, mes mails sont importants, regardez mes SMS, c'est important, c'est urgent. Et en voiture, par exemple, un coup de fil devient plus important que, oui, c'est ça. que de conduire correctement et d'être attentif là aussi à son environnement. Vous avez un double moteur de la distraction qui est donc cette impression d'urgence, de risque. Je risque quelque chose si je passe à côté de cette information. Puis la notion de plaisir aussi. Alors évidemment, le plaisir, c'est bien, mais le fait de vouloir se distraire en permanence, c'est aussi un moteur de la distraction. Alors, c'est quelque chose qui s'éduque, dites-vous. Est-ce que ça s'éduque dans notre pays? Est-ce que ça s'éduque mieux à l'étranger, par exemple? Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels on a davantage pris conscience de ce problème? On peut dire que c'est un problème de société aujourd'hui? Oui, c'est ça. On peut le dire, hein. Donc, il y a des initiatives dans certains pays. Je pense aux États-Unis, il y a une dame qui s'appelle Adele Diamond qui utilise, je crois, l'informatique pour essayer d'éduquer l'attention. Au Canada, ils sont plus dans ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire faire prendre conscience à l'enfant de son propre fonctionnement mental. Atoll, donc Atoll, c'est un projet qu'on mène actuellement dans les écoles. Parce que vous vous attaquez au problème pour exactement, justement en France, voilà. Créer une école où on apprend à se concentrer? Pour créer des ateliers que les professeurs peuvent s'approprier et puis utiliser dans leur classe. Donc voilà, c'est tout un programme avec des activités qu'on mène de la fiche 1 jusqu'à la fiche 10 pour justement essayer de développer ce sens de l'équilibre attentionnel, apprendre aux enfants ce qu'est l'attention et leur donner le goût de l'attention aussi surtout. C'est passionnant ce sujet. En tout cas, merci beaucoup d'être venu attirer notre attention justement sur ce sujet. Donc les petites bulles de l'attention, se concentrer dans un monde de distraction, c'est chez Odile Jacob, signé Jean-Philippe Lachaud. Et c'est vrai que c'est très facile à lire et on comprend plein de choses. On apprend ce que sont les neurones aimants par exemple. Si vous voulez le savoir, vous n'avez qu'à le lire, tout simplement. Merci beaucoup encore une nouvelle fois.